pourquoi les cultures, et surtout la culture française, n'aident pas les gens marocains pour traiter leur phénomène? Pourquoi? C'est une bonne question. Alors d'abord, imagine si la France commençait à se mêler en disant écoutez les gars, vous êtes nuls, vous n'avez pas réussi. Nous on a les bons intellectuels, on a les solutions. Oui, je sais, ça s'appelle la colonisation. Donc non mais tu vois ce que je veux dire. Il y aurait un vrai problème d'ingérence intellectuelle et pratique. Bien sûr, par contre, il faut qu'il y ait du dialogue. Ce que je plaidais pour du dialogue. Mais ça, oui. D'ailleurs, je suis français, je suis là, invité avec un réalisateur, Hicham Lasri. Voilà, et il y a du dialogue qui se fait. Le dialogue interculturel est fondamental. Mais on ne peut pas arriver en disant on va prendre votre place et on va régler vos problèmes. Et deuxième chose, on n'a aucune compétence. Qu'est-ce qui fait qu'un Français débarque avec des solutions? Il y a deux possibilités. Soit il vient et il est représentant d'une marque. Il veut vendre des choses. Par exemple, le Français va venir en Afrique, au Mali, où il va se dire il y a de l'or à trouver. Il y a de l'or. Pour extraire de l'or, il faut beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Donc, on va créer de l'eau. On va essayer de faire de l'humanitaire. On va faire semblant de dire les Français amènent de l'eau dans ce village. Oui, non mais voilà, on amène de l'eau, c'est bien, les Français, on est gentils. En fait, on va aider les gens à extraire de l'or pour nous. Ça, c'est le principe de la France-Afrique, c'est-à-dire que on se cache derrière un paravent de belles œuvres humanitaires. On apporte de l'eau dans ce village et en fait, ce qu'on dit pas, c'est la suite, c'est que ça va servir à l'extraction d'or, par exemple. Donc, il faut se méfier. Si le dialogue n'est pas d'égal à égal, s'il n'y a pas autant de respect pour l'intellectuel français que pour l'intellectuel marocain. Et si c'est vrai, la relation avec la France. Comment? Bien. Les relations entre le Maroc et la France par rapport culturellement est très bien. C'est bien que tu le dises. La question de colonisation, c'est dépassé. Non, mais c'est bien que tu le dises. C'est sensible. Et de fait, il n'y a peut-être pas une colonisation, mais il y a peut-être une néocolonisation, je dirais, financière. Ça peut en Afrique, en tout cas subsaharienne, elle existe. Donc il faut se méfier. Et puis aussi, une chose importante, c'est l'humilité. Je veux dire, moi, si je viens voir au Maroc, j'ai l'humilité de ne pas connaître. C'est très compliqué de venir comme un messie qui va délivrer le Maroc. Un exemple tout simple. Des intellectuels italiens et des humanitaires italiens sont arrivés dans un pays d'Afrique du Sud, j'ai oublié lequel, en Ouganda je crois, et ils se sont dit, nous on est professionnels de la tomate. Ils savent vraiment faire pousser des tomates n'importe où. Ils ont des belles tomates. Ils se disent, avec le soleil qu'on a, avec l'eau qu'on a, on va vous faire les plus grosses tomates du monde. Pourquoi vous, bande d'idiots, entre guillemets, mais ça ils ne le mettent pas, pourquoi bande d'idiots ou de sauvages, vous n'avez pas fait pousser des tomates? C'est un sol idéal, tout est idéal pour la tomate. Les Africains, ils ont dit, allez, faites pousser les tomates, on vous regarde faire. Ils ont commencé à vouloir faire pousser les tomates, et il y avait des ingénieurs d'agronomie, il y avait toute une équipe d'humanitaires, etc. Et ils ont fait des tomates magnifiques. Au bout de quelques semaines, il y avait des tomates géantes, quoi. Vous imaginez en Afrique les tomates? Et puis un jour, des hippopotames ont traversé, ils ont mangé toutes les tomates. Et là, les Africains ont dit, bah voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas fait pousser de tomates. Voilà. C'est pas une blague, c'est vrai. C'est pour dire que les meilleurs spécialistes sont ceux qui vivent sur le terrain. Et c'est valable aussi dans des secteurs. En France, les meilleurs spécialistes de l'école, c'est les profs et les élèves. En France, les meilleurs spécialistes des cités populaires, c'est ceux qui vivent dans les cités populaires. Les sponsors, mais ici. Comment? Les sponsors. Voilà. Donc, sinon, on oubliera toujours les hippopotames qui mangent le champ. Oui. Donc, il faut qu'on rende spécialistes les gens. En fait, il faut qu'on expertise le peuple, qu'on rende le peuple expert de là où il vit. Il a un pouvoir de comprendre des problèmes s'il dialogue. Dès que le peuple dialogue, et dès qu'il dit on a ce problème-là, ce problème-là, ce problème-là, il y aura toujours des gens du peuple qui vont dire on a cette solution-là, cette solution-là, cette solution-là. Il y a une identité aussi. En plus, d'autant plus qu'on se sent fier d'avoir des problèmes, d'avoir de l'aide extérieure grâce à Internet et grâce à des dialogues, et puis de régler les problèmes. Et je crois vraiment qu'on a toujours une vision un peu verticale. Le bas peuple a un problème, l'expert qui a fait des études va arriver, il va sauver le bas peuple. Non, le bas peuple a des problèmes, il faut peut-être l'aider un tout petit peu à trouver lui-même ses propres solutions. Il faut faire une approche globale. Approche globale, mais faire confiance aux gens, faire confiance au peuple. On est intelligent, si on se met tous autour d'une table et on dit notre quartier, on a ce problème-là, problème d'ordure, problème de ça, problème de drogue, les solutions viendront aussi de là. Donc il faut vraiment que c'est... Est-ce qu'on peut dire maintenant qu'on a changé l'époque du colonialisme? Le monde a changé.
Ah oui. Parce que pour dire ça. Oui, mais il faut... Par rapport à l'Europe et l'Afrique, il y a une différence. Alors, j'évoquais le néocolonialisme qui existe. Il y a vraiment une guerre, notamment en France, pour garder le pouvoir en Afrique tout Parce en que les étant... Européens, ils ont une vision de l'Afrique Se développer. Se développer. Et le pire, c'est que les Marocains ont aussi une vision d'eux-mêmes, parce que c'est ce que disait Frantz Fanon, un intellectuel très important à lire. Frantz Fanon dit c'est pas tout d'être décolonisé, il faut décoloniser sa tête. Il faut aussi décoloniser. Mais la dernière génération, il a une vision différente complètement. Alors, comment parce que nous sommes des gens, nous pensons que la question de colonisation est dépassée. Complètement. Parce qu'on a dans un monde tout à fait complètement globalisé, les cultures globalisées, parce que le monde, comme on a dit, comme un village. Village planétaire. Un petit village. Mais ça, c'est important de dépasser ces questions. Elles sont mythologiques, ces questions. Oui. Et les États ont tendance à vouloir en faire des mythologies, parce qu'ils se sont quand même décolonisés. Bravo. En Algérie, regarde ce que ça donne. En Algérie, on a toute une jeunesse qui est formatée. Elle lutte, mais elle est formatée pour encore être dans l'idée qu'on a l'indépendance. Alors qu'en fait, l'Algérie, c'est plus proche de la dictature qu'autre chose. Oui. Et les jeunes sont très malheureux. J'ai fait des conférences à Oran et à Alger. Les jeunes n'ont qu'une soif, c'est de pouvoir casser leurs frontières et être libres de circuler dans le monde. Et donc, mais le mythe de la décolonisation, de l'indépendance, c'est une sorte de mythologie nationale qui n'est brisée que par le foot. Quand tu vas voir, je sais pas au Maroc ce qui se passe quand vous gagnez au foot, mais en Algérie, quand il y a une victoire au foot, là tout d'un coup, toutes les puissances endormies de la jeunesse explosent et on a une fête populaire dans la rue et on sent bien que ça a une dimension politique, c'est pas juste footballistique, c'est politique. Ils ont envie de crier, on est là, on existe, on est les jeunes et on veut avoir les rênes de notre destin dans la main. Donc dans ce sens-là, en parlant encore sur la jeunesse, est-ce qu'il y a vraiment un phénomène de la jeunesse ou c'est plutôt une différence générationnelle qui est en train d'être utilisée, que ce soit pour des fins politiques ou encore... Grand plaisir. Merci. Alors, le problème, oui c'est une bonne question. La jeunesse est utilisée très simplement. On veut apprendre aux vieux à être jeunes. On leur apprend à être jeunes pour leur peau. On leur apprend à être jeunes dans leur façon de faire. Les entrepreneurs de plus de 50 ans, ils essaient de s'habiller jeunes. Les communicants essaient de... On veut apprendre la jeunesse aux vieux et on veut apprendre la vieillesse aux jeunes. Mais c'est très important. C'est-à-dire qu'aux jeunes, on veut leur apprendre que tu as peur de l'avenir, tu dois économiser, tu dois être sérieux, tu dois te normaliser, tu dois te suradapter au système qu'on te donne sans jamais le critiquer, tu dois accepter toutes les règles, comme dans la télé-réalité. Tu signes le contrat, on peut faire ce qu'on veut. Et tu nous appartiens, ton image nous appartient. Mais tu n'as pas le droit de remettre en question le jeu. C'est les règles du jeu, tu dois les accepter. Alors que la jeunesse, c'est pouvoir tenir tête au système. C'est pouvoir dire non, je veux changer les règles, les bouger, parce qu'elles ne me conviennent pas dans mon corps, dans mon désir, dans mon aspiration, dans mes rêves. Et donc on apprend aux jeunes à devenir vieux, on apprend aux vieux à devenir jeunes. C'est ça le paradoxe universel. Universel, non. Mais en tout cas le paradoxe issu du capitalisme, je dirais financier, qui veut que tout le monde soit consommateur et qu'il n'y ait plus de citoyens. Que des consommateurs interchangeables et plus de citoyens. Et donc il faut briser cette folie, c'est de la folie. Apprendre aux jeunes à être jeunes, apprendre aux vieux à être jeunes, c'est ça pour moi la philosophie. Moi personnellement, j'ai un peu l'impression d'être comme une pièce de puzzle dans le mauvais puzzle. Et donc c'est qu'il faut attendre en fait que la génération qui nous a précédé prenne sa retraite pour qu'on puisse à notre tour changer ce système comme vous avez dit, adapter le paradigme à la nouvelle manière de voir le monde parce que le monde il a énormément changé et il change de plus en plus. Donc est-ce qu'on doit vraiment attendre jusqu'à ce moment-là ou est-ce qu'il va y avoir vraiment une transition un peu plus flexible? Mais je crois vraiment que vous devez exiger de participer à la création de ce monde-là parce que c'est une illusion de croire que le monde, le changement de paradigme, c'est vous. C'est juste vous. Vous êtes le changement de paradigme. Vous avez une autre façon d'appréhender les problèmes, de partager les connaissances, de partager même l'émotion. Vous avez d'autres délires que nous et vous avez d'autres aspirations. Donc le changement de paradigme, c'est vous. Sauf qu'on passe notre temps, nous, à vous faire croire que vous devez attendre. On veut dire à la jeunesse, attends, prends tes leçons,
apprends la leçon des vieux et quand tu auras bien appris ta leçon, tu pourras participer à la société. Donc vous devez entrer dans la société, devenir entrepreneur de vos vies, pas dans le sens Macron néolibéral, mais réellement vous connecter, ce que je disais dans la conférence tout à l'heure, je pense est d'actualité. Vous devez vous former par Internet, vous devez créer des groupes pour vous former par Internet, des groupes de 2, de 3 et apprendre des matières nouvelles que vous n'apprendrez pas dans l'éducation nationale ou dans ce que la société vous offre. Vous devez aller chercher la connaissance avec les dents, avec les griffes. Elle est sur Internet cachée. Vous devez à plusieurs y aller. Comment j'apprends à monter un film, comment j'apprends à coder informatiquement, comment j'apprends à parler des langues, comment j'apprends à inventer, comment j'apprends à philosopher, tout ça c'est sur Internet. Et utiliser Internet, utiliser les plateformes de vidéo live, comme par exemple ce que je fais sur Facebook avec DreamTanks, facebook.com/DreamTanks. Vous y allez, vous demandez à faire une vidéo et vous faites une vidéo devant le public du monde entier, en français. Et les gens vous parlent. Vous répondez en vidéo et les gens vous parlent comme on fait là. Voilà, ils sont peut-être connectés là. Donc, utilisez toutes les interstices où le dialogue est possible et la remise en question du monde qu'on vous donne comme étant obligatoire. Vous êtes le nouveau paradigme. Il faut que vous en preniez conscience. Et puis, deuxième chose, donc allez chercher la connaissance, vous former et créer des groupes, des mouvements politiques, des mouvements de pensée différentes, des mouvements artistiques, si la politique est censurée, des mouvements artistiques, des mouvements dadaïstes, surréalistes, des mouvements où vous allez réinventer la façon de voir. On veut vos paires de lunettes nouvelles. Vous devez construire des paires de lunettes pour qu'on puisse voir le monde autrement. Et on a besoin de vous. Nous, les plus de 30 ans, on a besoin que tout d'un coup les idées viennent des jeunes et qu'on se dise « Waouh, j'ai pu agir différemment grâce à ce qu'ils ont dit, ce groupe-là ». Il faut créer des groupes, des comités par Internet, mais pas des groupes fermés, entre vous. Des groupes, et quand il y a une belle idée, vous la faites émerger avec de la vidéo, avec de l'humour, avec du dialogue. Vous savez, il devrait avoir une démultiplication des laboratoires de jeunes. Vous devez créer des laboratoires de jeunes, et quand ce qui sort des bouteilles de laboratoire, des expériences nouvelles sortent, vous en faites profiter le monde. C'est un combat, c'est ça la néo-résistance. On résiste en créant du nouveau. Merci à vous, merci Adrien. Grand plaisir. À bientôt, au revoir. Grand plaisir. Merci beaucoup. Merci.